début d'une tournée que Christian va faire un peu partout dans l'Hexagone et si possible ailleurs, parce qu'il y a aussi l'outre-mer. Donc on a commencé là aujourd'hui par une tournée Périgord-Gascogne, en gros, qui nous a amené hier à Périgueux, aujourd'hui ici, on part à Cahors en suivant, Toulouse, Auch, Tarbes, Pau et on termine à Bayonne. D'accord. Voilà. Donc on fait 4 jours et aujourd'hui l'objectif c'est rencontrer un peu partout des gens qui on va expliquer la démarche parce qu'on est quand même à un an de la campagne. Et aujourd'hui notre objectif c'est sensibiliser les gens à deux choses. Un, à la candidature, à la faire connaître, mais aussi sensibiliser les élus et que chacun aille voir des maires pour avoir des parrainages, puisqu'on a ce temps. Voilà. Et par contre, vous avez dans un autre média déclaré que vous étiez sûr que vous les auriez les 500 C'était avant la nouvelle loi, puisque on sait qu'il faut soutenir, obtenir les 500 signatures le plus rapidement possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement, avec la nouvelle loi qui a été conduite par Jean-Jacques Urvoas, ramenant à de nouvelles conditions les signatures, a durci et a amené plus de difficultés qu'on imaginait. Donc à la fois, bien sûr, on est optimiste et on espère obtenir les 500 signatures. Néanmoins, on est aussi réaliste, on dit qu'il faut à tout prix les obtenir le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite continuer à faire campagne et aller au plus près des gens. Donc voilà, on est raisonnablement optimiste. D'accord. Mais en même temps, on sait que c'est beaucoup de travail et que ça mobilise beaucoup de gens sur le terrain pour pouvoir les obtenir. D'où, avec David Croclaz qui a accepté de prendre la direction de la campagne pour les présidentielles, de nombreux déplacements sur le terrain, comme il vient de le préciser, et tout particulièrement avec des rencontres avec des élus qui sont même en capacité de pouvoir signer. Donc c'est le beau moment. Vous avez déjà des traces là, sur oui, on a déjà environ une 150 promesses 150. sur 500. Donc c'est déjà bien, puisqu'on a déjà commencé à travailler il y a plusieurs mois. Maintenant, il faut qu'on amplifie, qu'on accélère encore la campagne pour parvenir à ces 500 parades. En réalité, il en faut un peu plus, parce qu'il y a toujours une petite déperdition au final dans les promesses de signature. Donc déjà, il en faudrait 600 à 700 vraiment pour qu'on soit bien au moment où les documents officiels vont arriver en février 2017 dans les mairies. Vous voulez nous donner un pourcentage sur la France, par exemple? Combien de Bretons? C'est assez équilibré. Il y a ceux qui, par conviction, et ils sont nombreux déjà, accordent leur signature, parce qu'ils pensent qu'il faut justement pour la première fois un candidat régionaliste à l'élection présidentielle. C'est comme ça que vous vous définissez avant tout, ces candidats régionalistes? Candidat régionaliste à l'élection présidentielle, tout en sachant qu'il n'en a pas eu depuis 1974, et que donc c'est important qu'il y en ait un par rapport à tout le mal qui a été fait aux régions ces derniers temps, où l'identité, l'histoire, la culture, les langues, les différents territoires n'ont pas été respectés par je dirais, les gouvernements successifs. Chacun porte sa responsabilité, que ce soit ceux des Républicains et UMP ou par le Parti Socialiste aujourd'hui. Donc je pense que c'est un élément important. Et puis de continuer justement cette démarche auprès des maires, des élus en général pour parvenir à ces signatures. Voilà. J'espère qu'on y parviendra. Et puis sur le territoire ici par exemple, ce qu'il faut dire c'est que moi j'ai des élus qui m'ont dit oui on signe mais qui pour le moment ne veulent pas s'afficher publiquement pour des raisons diverses et variées. Mais moi j'ai un élu notamment qui m'a dit oui je signe de suite et il m'a même dit merci de me le demander. Donc il m'a dit je connais le personnage. Et c'est vrai qu'on a un petit aujourd'hui un petit souci sur un certain nombre d'élus qui veulent rester discrets parce que puis en même temps, il y a ceux qui le font par conviction, qui donc vont s'engager parce qu'ils croient aux idées régionalistes. Ils croient que c'est le moment aussi justement de revaloriser tout ce qui est question d'identité, de langue, de culture sur leur propre territoire, avec aussi les développements que ça peut apporter. Je pense que tout à l'heure, on va bien nous expliquer le lien qu'il y a entre la culture et l'économie ici, et on voit le potentiel de création de richesse et d'emploi que ça représente. Et puis il y a aussi des élus qui signent tout simplement pour permettre la pluralité des opinions, qui ne peut-être partagent pas de l'ensemble des valeurs qui sont les nôtres, mais qui en tout cas pensent qu'une candidature régionaliste est tout à fait légitime. Donc il y a un peu les deux cas, ceux qui le font par conviction et puis ceux qui le font pour la démocratie, pour la pluralité des opinions. Au départ, on parlait beaucoup de langue régionale, et depuis un certain temps, vous avez élargi votre politique en fait. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à pas forcément que parler des langues régionales? Je crois que c'est un tout. Je suis élu local, donc maire d'une commune de 8000 habitants, qui est célèbre pour un festival musical qui s'appelle le Festival des Charrues. Donc on pourrait au départ me dire que je suis un acteur culturel d'un territoire, mais je suis aussi chef d'entreprise de l'autre. Donc ça veut dire
ce qu'on venait de rappeler il y a quelques instants, que les choses ne sont pas contradictoires, bien au contraire, qu'elles s'associent. Et lorsqu'on veut vivre sur un territoire, on sait qu'on vit et qu'à tout prix, il faut à la fois préserver les langues locales, les langues nationales ou régionales, mais il faut aussi que les gens puissent, non seulement à travers le contact social et le contact linguistique, pouvoir vivre sur leur territoire. Et pour vivre sur un territoire, il faut créer des richesses. Donc les deux vont de pair à nos yeux. On essaye d'appréhender l'ensemble de ce qui peut être une problématique de gens qui vivent sur un territoire pour répondre au mieux aux préoccupations des gens et des sociétés. Et puis pour poursuivre, il y a des positions qui ont été prises sur la question des langues par Christian, mais il y a aussi une position sur le TAFTA, les anti-TAFTA, sur la question de la loi El Khomri, le retrait. Et puis ici, naturellement, un candidat comme Christian, il s'étonne. Et on publiera un communiqué là sur la question de la LGV, c'est-à-dire cette affaire qui ressort d'un coup là, alors que la commission d'enquête a dit non. Bon, voilà. La signature de la déclaration d'utilité publique oui, ce que on en parlait tout à l'heure. On en parlait, oui, c'est que bon, la commission d'enquête dit non, on n'a pas le premier centime, et aujourd'hui on parle de 9 milliards, on sait que ça va monter à 15 ou 16, voire à 17, 18. Les territoires, et justement, ça paraît cohérent avec ce qui sera dit dans la campagne et ce qui est dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a d'autres priorités, notamment le train du quotidien, et si vraiment on veut faire de l'aménagement du territoire, il faut aujourd'hui s'inquiéter des transversales, des trains d'équilibre du territoire, les intercités, et s'inquiéter de la rénovation du réseau. Enfin bon, que ce soit en Bretagne ou chez nous, aujourd'hui, on a besoin de ces moyens-là, et mettre 18 milliards, qu'on n'a toujours pas d'ailleurs dans une LGV. Puis on voit qu'il y a une recentralisation des décisions. Carole Delga, qui est présidente De Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées, puis Bernard Roussel, sont pour. Oui, mais beaucoup de gens sont contre sur le terrain, d'après ce qu'on a compris. Là, ils viennent de diffuser un communiqué de presse hier, en disant ça va se faire. Je ne sais pas, mais ça fait partie de ces choses. On ne se dédie pas par étude, on ne dit pas je me suis trompé. Il faut quand même reconnaître qu'il y a 3 rapports qui disent que le tout LGV c'est une erreur économique, que d'autres pays en Europe ont changé de politique. Donc aujourd'hui, le problème c'est que on s'entête dans un projet qui n'a pas de sens. Ça ressemble au projet Concorde, quoi. Bon, là, c'est un peu style Concorde, etc. Mais en fait, ça fait partie, je crois que c'est très cohérent avec tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on peut dire et tout ce que Christian dit depuis le début, entre TAFTA, la loi El Khomri et ça, je veux dire, et la vision qu'on peut avoir du développement, ça paraît logique ici, c'est un sujet local. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer à l'échelon supérieur d'élu local, à viser, enfin voilà, être candidat à la présidentielle, c'est dans la foulée des bonnets rouges? Ce qu'on a vu, donc, on disait tout à l'heure, il n'y a pas eu de candidature régionaliste depuis 1974. On sait que c'est l'élection présidentielle, l'élection majeure en France, que c'est aussi et en premier lieu une possibilité de faire entendre des idées pour l'instant qui ne sont pas assez mises en avant à nos goûts, en tout cas qui on le voit régionalement souvent répondent à un intérêt de la population, mais qui sur une élection majeure ne se faisaient pas entendre. Donc il me semblait important pour la première fois réellement de créer les conditions pour qu'il y ait une candidature régionaliste qui émerge. Et c'est ainsi qu'avec David Roclaude et beaucoup de formations aussi politiques présentes sur tout l'Hexagone, qu'on s'est rencontrés et qu'on en a discuté entre nous et qu'on s'est accordé pour que justement on crée les conditions pour que ces candidatures soient effectives. Alors avec tout le travail et puis aussi bien sûr l'inéquité qui peut exister en la matière, puisque les grands partis sont extrêmement favorisés. Je parlais tout à l'heure de la nouvelle loi qui jusqu'à présent ouvrait des perspectives de compte de campagne 1 an avant l'élection et qui a été ramené à 6 mois. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est avec nos propres deniers qu'on organise tous ces déplacements, qu'on essaie de faire en sorte d'aller à la rencontre le plus possible des populations et des élus, mais évidemment avec beaucoup plus de difficultés d'accès aux médias, beaucoup plus de difficultés de faire passer nos idées. Donc ça donne encore sans doute, parce qu'on voit qu'on essaye de nous restreindre dans notre capacité à nous faire entendre, ça nous donne encore plus envie justement de porter cette candidature et de porter ces idées régionalistes lors de cette élection. Voilà, c'est une détermination, c'est des convictions profondes, des valeurs qui nous sont chères. Et puis aussi, c'est vrai que les dernières actualités, j'ai rappelé les méfaits sur les régions des politiques qui ont été menées ces 10 ou 15 dernières années, la recentralisation à laquelle on a affaire. Nous, on a envie qu'on desserre vraiment les taux jacobins. On a envie qu'on fasse
confiance au territoire, confiance aux gens, et qu'on respecte l'identité, les valeurs qui sont profondes chez les différentes populations de ces différents territoires, pour qu'elles soient entendues définitivement et qu'on les prenne en compte, comme on sait que la démocratie s'accompagne de ce rapport de force démocratique. Il est indispensable aujourd'hui, en tout cas à nos yeux, qu'il y ait une candidature et qu'elle aille jusqu'au bout aujourd'hui. D'accord. Le rapport de force, vous avez pu l'expérimenter Dans différentes échéances, ouais, au régional chez nous, ici aussi, on voit qu'on a un public, on a des électeurs qui sont prêts aussi à se mettre en mouvement pour partager et porter ses idées auprès des autres. C'est une dynamique qu'on est en train de mettre en place. On veut aussi, tel qu'on a pu le faire dans nos propres régions, et en les respectant en premier lieu. Je parlais tout à l'heure des difficultés des 10 ou 15 dernières années. Quand on voit la réforme territoriale, la manière dont elle a été menée, du redécoupage des régions qui a été fait sur un coin de table à l'Élysée par des hauts fonctionnaires parisiens, il n'y a rien de plus scandaleux. Nous, on fait confiance plutôt aux gens du terrain, ceux qui ont aussi justement ces valeurs à montrer et puis à faire valoir. Et vous pensez vraiment que ça fait partie des préoccupations du quotidien des Français, ça, le nom et la géographie des régions? Le nom, non. L'institution, pas toujours, mais c'est comme les clés des capacités aussi à pouvoir porter des nouvelles politiques. Et je pense que plus on éloigne les pouvoirs de décision, et moins les politiques sont vraiment adaptées au territoire et à leurs nécessités. Donc c'est la manière dont on veut vraiment recréer cette nouvelle démocratie aussi, qui fasse confiance aux citoyens. Et de par la manière dont la réforme a été menée, je pense qu'elle va à l'encontre justement de ces intérêts-là. Est-ce que vous avez une proposition dans votre au niveau régional, c'est-à-dire donner plus de pouvoir au président, enfin à l'Assemblée régionale qu'elle en a aujourd'hui? Moi, je pense que l'adaptation soit réelle sur chacun des territoires. Donc, on ne va pas recréer ce qui a été fait par le centralisme parisien, soit notre modèle qui porterait le terme de fédéral. C'est au territoire de se prononcer et de trouver la meilleure organisation qui leur convienne selon leur propre histoire, leur propre façon de fonctionner au niveau local, au niveau régional. Ce qui est vrai en Alsace n'est pas forcément vrai en Dordogne ou en Lot-et-Garonne ou en Bretagne ou dans d'autres régions. Ouais, il faut que chacun puisse imaginer aussi son propre moyen, tout simplement, d'organisation territoriale qui répond au mieux aux intérêts des populations. Je suis pour cette liberté-là et pour cette souplesse-là, plutôt que dans un dirigisme et un centralisme dont on voit que l'application des lois de la même façon d'un bout à l'autre du territoire est souvent effectuée au dépit du bon sens. Et surtout contre les intérêts des populations. Vous avez dans le dossier de presse une lettre, comment dirais-je, emblématique de la position, qui est la lettre que Christian a remise à Anne Hidalgo en main propre il y a quelques jours, pour lui dire que les Jeux Olympiques à Paris, c'était pas vraiment notre truc. Qu'aujourd'hui, ça faisait beaucoup d'investissements, toujours au même endroit. Et bon, ça fait partie des choses là qui, dans l'opinion, sont lancées, soutenez. Il est bon de rappeler qu'une bonne partie des gens aujourd'hui considèrent que d'organiser les Jeux Olympiques ou l'Expo universelle à Paris en 2024 et 2025, c'est peut-être pas parmi les plus grandes priorités au niveau investissement et que les retombées pour nous sont nulles. Quand vous parliez tout à l'heure de savoir si les institutions en général et la forme administrative et politique sont les préoccupations des gens, je dis non, mais par contre, de toutes les capacités, tous les leviers, et si on redonne des pouvoirs réels vraiment au niveau local, au niveau régional, c'est ça qui amènera des nouvelles politiques aussi en adéquation avec les besoins des gens. Donc c'est de cette façon-là qu'on appréhende vraiment ce dossier. Et du coup, le maintien des départements y contribue? Ça dépend. C'était dans la loi depuis un certain temps. Ça dépend aussi de la capacité de se fédérer en intercommunalité, ce qui est vrai aussi dans certains territoires, ne l'est pas forcément dans d'autres. Parfois le département peut avoir un rôle important à continuer à jouer, là où l'intercommunalité a des difficultés à se mettre en place. Là où il y a une commune, une intercommunalité, je pense qu'on peut se passer du département. C'est le cas dans certaines régions. C'est pas vrai partout. Dans certaines zones rurales, parfois il faut maintenir aussi des structures administratives et politiques qui répondent déjà bien peut-être aux besoins des populations et des services qui sont organisés. Et dans d'autres, on peut parfois les supprimer. Oui, c'est vraiment à la carte en fonction des territoires. Du moment qu'il y ait aussi la capacité de la péréquation, faisant en sorte d'une vraie répartition des richesses. De ce que disait David Gros-Claude il y a quelques instants, en parlant de Paris en particulier, de vouloir organiser les Jeux Olympiques et l'Expo universelle à Paris, quand on sait qu'il y a 35 milliards d'euros qui sont prévus par l'État à nouveau en dotation supplémentaire pour le Grand Paris, quand on voit les difficultés que chacune de nos régions ou départements aujourd'hui
ou obtenir les moyens de l'État pour développer l'économie locale ou d'apporter les services nécessaires aux populations, on voit que là, il n'y a pas d'égalité. Aujourd'hui, de ce qu'on entend dans cette devise de la République française, qui en plus se prévaut d'être une et indivisible, c'est liberté, égalité, fraternité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'égalité entre les territoires. Je pense que c'est surtout Paris qui aujourd'hui tire la couverture à elle et qui organise une sorte de désert dans le reste de l'Hexagone. Et c'est ce qu'on ne veut pas. On veut mettre fin à ce centralisme parisien. Et sur l'idée de la diversité des solutions, on sera vendredi à Bayonne, on va rencontrer des élus du Pays Basque. L'État a poussé à la création d'une communauté de communes unique pour 150 communes du Pays Basque, considérant le territoire comme cohérent. Il y a un statut spécifique pour la Corse, il ne faut pas l'oublier. Il y a un droit spécifique alsacien depuis maintenant 1918. Et on aurait le droit à l'expérimentation pour certaines régions également, sur certaines politiques. Et ce qui peut être réclamé ici sur la langue peut ne pas être réclamé par une autre région qui n'a pas la même problématique. On ne veut pas être dans cette uniformisation de la société et en même temps de l'organisation politique. Quand on veut faire de l'égalité républicaine, mais avec de la différenciation selon les situations, on sait faire. Mais il faut accepter de le faire. Et c'est vrai que c'est faisable. Et ça veut dire que, effectivement, ça vient des populations. Un droit à l'expérimentation. D'accord. Vrai. On parlait tout à l'heure de centralisme et aussi de ce qui a été imposé récemment par l'État, par la nouvelle carte des territoires. C'est vrai aussi au niveau des comités de communes. Il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui, les préfets, eux, ont la capacité, alors même que si les élus se sont entendus sur ces volontés par exemple, de se regrouper, de travailler ensemble, de mutualiser, le préfet a la capacité, on appelle ça le droit de passer outre. C'est dans la loi qui vient d'être aujourd'hui effective. Donc un préfet peut casser totalement le travail fait par les élus et aller à l'encontre de ce qui aura été décidé démocratiquement localement. C'est des choses qui pour nous sont totalement inacceptables. Au-delà de vous vous présenter comme étant un régionaliste, ce serait quoi vos grands thèmes de campagne? Bon, décentralisation, voilà. Sinon je passe sur le plan par exemple économique ou social, quels sont vos grands thèmes? On travaillera ça aussi pour les semaines à venir, parce que dans les premiers temps, on est à travers ce vocable général qui est celui de candidature régionaliste, et le programme viendra dans le second temps, à travers aussi tous les rencontres qu'on va effectuer sur les territoires, sachant que ces visites auront un double but, à la fois, on rappelle en premier lieu, les signatures, c'est ce qui sera indispensable pour accéder à la candidature à l'élection, mais en même temps en nourrissant dès à présent par les rencontres qu'on fait, par tous les militants qu'on rencontre, par les chefs d'entreprise, par les acteurs sociaux, culturels, de pouvoir aussi justement constituer et enrichir un programme qui dans un second temps sera proposé, si on obtient les signatures, pour la fin de l'année 2016. Dans les grandes lignes, quand même, il y a ce que tu as proposé sur la loi El Khomri, son retrait et des assises des conseils économiques et sociaux. Des conseils économiques et sociaux, et essayer de faire des propositions. Il y a la position sur TAFTA qui marque quand même sur le plan économique un certain nombre de choses. Et puis, donc là déjà, on connaît un certain nombre d'orientations. Puis quand on parle des services publics, de la défense des services publics sur les territoires, ça a aussi, comment dirais-je, une connotation socio-économique qui n'est pas neutre. Ça fait partie des choses. On a eu à se battre d'ailleurs, parce que sur Carrel, la ville dont je suis maire, il a fallu se battre longuement pendant 3 mois pour garantir et maintenir des services de maternité et de chirurgie de notre hôpital, qu'on a réussi à maintenir donc après cette lutte qui a été remportée. On sait l'importance des services publics en milieu rural en particulier, qui est aussi une clé du développement économique. On n'est pas favorable, comme Paris l'organise aujourd'hui, on pense que ce n'est pas nécessaire d'aller arroser là où c'est déjà mouillé. Et c'est pourtant ce à quoi on assiste. On ne fait que renforcer déjà ces centralisations et les richesses à des endroits du territoire. Ok. J'ai eu à peu près tout et son contraire sur votre positionnement politique. C'est la traditionnelle question. Je ne veux plus forcément dire grand chose gauche-droite, mais comment vous définiriez? Traditionnel, pas vraiment. Moi, je suis quelqu'un de terrain, donc avec des valeurs de progrès, donc qu'on classifie habituellement à gauche. Il faudrait-il encore qu'on comprenne bien la notion de gauche aujourd'hui, et c'est pas le gouvernement qui, en tout cas, qui nous aide à bien comprendre ce concept. On est des gens de terrain, de forces de progrès, issus souvent du monde associatif et syndical, qui essaient d'être au plus près des préoccupations des gens, et surtout d'être pragmatique. Et savoir parler en même temps à tout le monde. Voilà. On est aussi respectueux et on travaille dans la cordialité
avec l'ensemble des autres forces politiques, du moment qu'elles sont elles-mêmes aussi respectueuses de la démocratie. Donc ça veut dire aussi évidemment hors extrême droite. Voilà, moi je n'ai jamais considéré la politique comme une guerre civile. Donc ce qu'on peut me reprocher parfois, c'est d'être en capacité de travailler avec différentes personnes qui ne sont pas de ma sensibilité politique. J'ai mes propres valeurs, qu'on classe donc plutôt à gauche, mais je suis aussi en capacité de travailler avec des gens différents. Je suis là plutôt pour les projets que pour vouloir à tout prix caser les gens dans certaines cases qui ne correspondent plus à grand-chose aujourd'hui. Très bien. Et ensuite, l'objet de votre rencontre, Après, après, c'est expliquer à tous les gens qui sont là et qu'on va rencontrer comment se passe la récolte des signatures, parce qu'il faut aller sensibiliser les élus avoir des quasiment au relations plus près. terrain aussi, un peu. Oui, parce qu'un élu qui reçoit une lettre de Christian qu'il connaît par les médias, etc., c'est une chose. Un coup de téléphone, c'est une chose, mais quand on rencontre un élu à qui on dit moi je te connais, je suis de ta commune, de ton canton, voilà, je soutiens cette candidature, là on sait qu'on est présent sur le terrain et les élus sont plus sensibles. Ils ont rencontré quelqu'un, autrement ils reçoivent des choses assez impersonnelles et ils jugent sur des critères qui sont ouais, il est plutôt à droite, il est plutôt haut, on m'a dit que, etc. Là, il faut vraiment qu'on aille au plus près des élus pour leur dire, ça vaut la peine qu'il y ait une candidature de ce type-là, parce qu'elle est originale, et deuxièmement, voilà la personne, et on est plusieurs à le soutenir localement. Donc ici, il y a des gens qui sont élus dans des conseils municipaux, etc., il y a des associatifs, il y a des citoyens de base, à qui on va dire, voilà, il faut aller voir les maires, sans préjuger de savoir ce que tel ou tel maire, bon, il y en a beaucoup qui sont sans étiquette. Il y a beaucoup de maires ruraux qui en ont ras-le-bol, qui sont complètement étouffés par la baisse des dotations, par l'administration centrale, etc. Et qui ont envie d'autre chose. Ben, c'est bien de leur dire, il y a un candidat qui peut exprimer votre ras-le-bol et faire des propositions derrière. Mais il faut y aller au contact, parce que ça, autrement, je veux dire, on ne bénéficie pas des grands médias qui balancent des images à longueur de journée, donc c'est un peu plus compliqué. Les bonnes rouges, c'est terminé? Ou ça peut repartir d'une façon ou d'une autre? Je ne suis plus porte-parole depuis 2 ans déjà. D'accord. Vous avez tourné la page Bah, disons que l'association elle-même, le collectif qui s'est mis en place à l'époque poursuit sa vie, mais je ne suis plus le porte-parole du mouvement aujourd'hui. sans regret avec les actions. Bah, il y a des revendications qui restent pleines et entières, donc, parce qu'il y a eu des états généraux pour la Bretagne qui a été organisé il y a plus de 2 ans maintenant, 11 revendications, et je veux dire, aujourd'hui il y a peu d'entre elles qui ont obtenu satisfaction. Donc le combat reste le même, tout particulièrement sur la question linguistique, sur la question de la réunification de la Bretagne, sur les questions de respect justement des décisions qui sont prises localement. Donc toutes les questions qui sont attachées à la démocratie restent aujourd'hui pleines et entières. Canto